En seconde partie de cette émission, nous allons revenir sur le traité qui a tant fait parler de lui ces derniers temps, le traité budgétaire européen. Dans son article 3, ce pacte budgétaire prévoit l'intégration de différents éléments dans le droit national que l'on regroupe sous le générique de règle d'or. Donc cette règle d'or, c'est en fait l'équilibre des comptes des administrations publiques et l'équilibre des finances publiques. C'est-à-dire que les États ne doivent pas dépasser un déficit structurel de plus de 0,5% de leur PIB. Donc en parallèle, ce traité budgétaire prévoit un organe, le Conseil budgétaire, qui est censé être indépendant et qui se chargerait de vérifier que l'État remplit bien ses obligations. Nous sommes toujours en présence de Madame Bérode, professeure de droit économique de l'Union européenne à l'IEP, et Magali Pernin, auteure du blog Contre la Cour, va nous rejoindre par téléphone. Bonjour Magali Pernin. Bonsoir, bonjour tout le monde. Bonsoir. Merci de m'accueillir. Merci à vous d'avoir répondu positivement à cette demande. Vous tenez le blog Contre la Cour depuis plus d'1 an. Vous êtes diplômé de Sciences Po et vous êtes spécialisé dans la gouvernance européenne. Vous vous penchez sur les traités européens, que vous expliquez, que vous critiquez, que vous décortiquez. Vous êtes vraiment impliqué par rapport au traité budgétaire et il a retenu toute votre attention. Ce que vous dénoncez en des termes juridiques, son contenu et certaines vices de procédure. Donc selon vous, Magali Pernin, le traité budgétaire se base sur des principes qui existaient déjà depuis le traité de Maastricht. C'est pour vous une sorte de traité inutile. Donc est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur cette histoire de la règle d'or qui existerait déjà ? Alors oui, volontiers. Alors je dis que c'est un traité inutile un petit peu pour essayer de piquer les gens, pour les intéresser un petit peu à ce qui se cache derrière le pacte budgétaire. Donc c'est un petit peu provocateur de ma part, parce que ce traité n'est pas vraiment inutile, mais il l'est peut-être pour d'autres raisons que celles auxquelles pensent les personnes que j'ai en face de moi. Effectivement, vous avez parlé de la règle d'or budgétaire qui est composée donc de 3 éléments dans le pacte budgétaire. On a donc une limitation du déficit structurel, on a la création d'un conseil budgétaire indépendant et on a également la création d'un mécanisme de correction automatique si les États ne respectent pas dans leur budget cette limitation du déficit structurel. Il faut savoir que donc la première règle, la première composante de la règle d'or, c'est-à-dire la limitation du déficit structurel, ce n'est pas une limitation qui va intervenir au moment même où le traité rentre en vigueur. C'est un objectif à moyen terme, dans le sens strict du droit européen. Et la France s'est engagée sur cet objectif à moyen terme pour l'année 2016 ou 2017, je ne sais pas trop, parce qu'il y a eu un flottement, une modification entre le programme de Nicolas Sarkozy, l'engagement de Nicolas Sarkozy, et celui de François Hollande d'aujourd'hui. Je parle d'engagement parce que c'est cet engagement d'atteindre l'objectif à moyen terme, c'est-à-dire d'atteindre un certain niveau de déficit structurel. Ce n'est pas une nouveauté. Alors bien sûr, c'est écrit dans l'article 3 du pacte budgétaire, mais en réalité, ça existe depuis l'an dernier avec ce qu'on appelle le six-pack, c'est-à-dire un paquet de différents textes européens, 5 règlements européens, une directive, donc un six-pack qui est rentré en vigueur en décembre 2011. Et dans ce six-pack, il y a un règlement qui prévoit donc cet objectif à moyen terme, c'est-à-dire, je répète, l'obligation pour l'État de parvenir d'ici quelques années à une limitation de son déficit structurel. Donc c'est pour ça que je parle à cet égard-là de traité inutile. Après, effectivement, il y a 2 nouveautés, la création d'un conseil budgétaire indépendant et la création d'un mécanisme de correction automatique. Donc, qui serait nouveau, ça, alors, pour le coup? Ça c'est nouveau. C'est nouveau, effectivement. Ça n'apparaît pas aujourd'hui dans le droit européen. Par contre, ce qu'on peut trouver aujourd'hui en fouillant dans ce qu'on appelle la réforme de la gouvernance économique, c'est que ces 2 nouveautés-là, qui ont été ratifiées par la France, même si la France avait refusé de le ratifier via le traité budgétaire, ces 2 règles-là sont en train d'être mises en œuvre par 2 nouveaux règlements européens. Donc on n'est plus dans le six-pack, on est maintenant dans le two-pack. J'essaie de parler en anglais. Et ces 2 nouveaux règlements européens qui devraient rentrer en vigueur en début d'année prochaine, puisque le Parlement devrait se prononcer en février. Ces deux nouveaux règlements, l'un d'eux prévoit également la création d'un conseil budgétaire indépendant par les États membres de la zone euro et la création d'un mécanisme de correction automatique. Donc, en fait, d'un point de vue comptable, d'un point de vue juridique, ce traité n'institue
pas vraiment de réglementation nouvelle par rapport à ce qui existe ou ce qui pourrait exister dans le droit européen en vigueur. Le seul intérêt de ce traité, c'est un intérêt politique, en fait. D'accord. Est-ce qu'il n'est pas un peu plus contraignant avec l'organe qu'il crée, là, le Conseil budgétaire indépendant? Alors, tout dépend de ce que l'État considère comme indépendant, c'est-à-dire qu'il y a une certaine liberté laissée à l'État, puisque c'est à lui finalement, au travers de sa ratification du traité européen, de créer ce Conseil budgétaire indépendant. On le voit aujourd'hui, on a la loi organique qui est en train d'être discutée au Parlement français, donc qui institue un certain nombre de critères pour ce nouveau Conseil budgétaire indépendant. Mais le droit européen, lui, ne nous donne pas beaucoup d'indications, donc on ne peut pas... D'un point de vue juridique, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Oui, très bien, merci. Plus de contraintes. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Frédéric Béraud? Je serais d'accord effectivement avec l'analyse. Il n'y a pas nécessairement grand-chose dans le traité de très nouveau si on prend effectivement l'ensemble des autres textes qui sont en négociation. Je pense qu'il y a quand même aussi une utilité juridique à ce traité qui est quelque part d'adapter le traité dit de Lisbonne, qui est celui qui nous gouverne actuellement en Europe, parce que la situation qui est la situation actuelle de la zone euro était quand même pas la situation qui était prévue dans les traités, et en particulier la possibilité de renforcer la surveillance et la solidarité entre les États, ce qui est aussi sur le plan juridique, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails, quelque chose que se proposait de régler ce fameux TSCG. Très bien, merci. Second point, le traité budgétaire a tout de même l'avantage d'introduire la règle d'or dans l'ordre juridique interne. Et Magali Bernin, c'est entre autres ce que vous lui reprochez, d'avoir intégré la loi française par un vice de procédure, c'est-à-dire non pas par une réforme de la Constitution, mais par une simple loi organique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout cela ? Alors, c'est un peu ce que je disais en indiquant que ce traité, d'un point de vue comptable, pour moi, il est inutile, mais d'un point de vue politique, il est très important. D'un point de vue politique, il est très important parce que de son véritable intérêt, c'est de transposer des règles qui existent ou qui pourraient exister dans le droit européen, de les transposer dans le droit national. Donc, je taquine un peu les européistes ou les fédéralistes, entre guillemets, en leur disant que, quelque part, c'est peut-être un échec de la méthode fédéraliste, puisqu'on est revenu à l'échelon national pour permettre la réelle application du droit européen. Mais je ne parle pas vraiment de vice de procédure à l'égard du pacte budgétaire, parce que il faut savoir que depuis 1992, donc avec la ratification du traité de Maastricht, c'est la première fois que les parlementaires français sont amenés à se prononcer directement sur un texte qui a vocation à réformer la gouvernance économique européenne. On a eu le pacte de stabilité et de croissance en 1997. On a eu ce fameux six-pack en 2011. Donc ce sont tous des règlements européens pour lesquels le Parlement français n'est pas consulté. C'est seulement le gouvernement qui siège au Conseil qui adopte ces textes. Donc c'est plutôt de ce point de vue-là que je suis plutôt en colère envers le droit européen et envers le droit français, puisqu'il permet cela. Et effectivement, si on veut revenir sur la décision du Conseil constitutionnel d'août, moi je la comprends de cette manière. Le Conseil constitutionnel ne pouvait pas dire que le traité budgétaire portait atteinte à la souveraineté nationale, parce que s'il avait conclu à cela, il aurait par définition dit que tout ce qui a été fait depuis 1992-1993 pour réformer et pour renforcer la gouvernance économique était par définition inconstitutionnel et qu'il aurait fallu modifier la Constitution. Donc oui, pour moi, tout ce qui a été fait porte atteinte à notre Constitution parce que ça n'a jamais été approuvé par le Constituant français. Donc par définition, j'aurais préféré qu'on saisisse le Congrès. Mais voilà, pas plus pour le pacte budgétaire que pour le reste. Voilà. Madame Béraud, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Alors là, effectivement, on touche à un problème, mais qui n'a pour le coup rien à voir avec les affaires économiques, qui sont comment est-ce que on arrive à connecter finalement l'échelon national et l'échelon européen. C'est vrai que la posture de base des spécialistes de droit de l'Union européenne, c'est de dire que finalement l'État consent à la limitation de souveraineté au moment où il
signent le traité, par exemple de Lisbonne, où ils ratifient ce traité-là. Et puis ensuite, les institutions vont produire du droit. Ça peut être les règlements, ça peut être des directives, ce qu'on a appelé le six-pack, le two-pack. Ce sont des actes de l'Union européenne. Et ces actes-là, ils n'ont plus besoin du consentement, puisqu'il y a eu le consentement initial de l'État. Et donc, quelque part, la créature échappe à ses créateurs. Donc, maintenant, ça ne veut pas dire que les États n'interviennent pas, puisqu'effectivement, ils négocient. Ce sont nécessairement des textes qui ont été discutés au sein du Conseil où on retrouve les ministres des différents États. Et puis, les parlements nationaux sont impliqués aussi. Alors, c'est vrai que les parlements nationaux sont impliqués d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire qu'ils sont saisis des textes, qui peuvent en discuter, qui sont effectivement, ce qu'on leur demande, c'est de faire remonter au niveau de l'Union européenne un certain nombre d'éléments, puisqu'au niveau de l'Union européenne, la discussion va se passer entre le Conseil qui rassemble les ministres des 27 États membres, et puis les parlementaires européens qui siègent au Parlement européen. Et puis, ces parlements nationaux, ils doivent contrôler aussi, depuis le traité de Lisbonne, ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Donc, vérifier qu'on a vraiment besoin de la législation européenne. Alors, tout l'enjeu, évidemment, aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit faire de ces parlements nationaux. Monsieur Van Rompuy a proposé d'en faire de véritables institutions européennes parce qu'ils ont un rôle à jouer. Et c'est vrai que dans les débats autour du TSCG, de la crise grecque, etc., on a eu un moment, effectivement, un souci parce que c'est ce qu'a dit la Cour constitutionnelle allemande. Elle a dit tout ça, c'est bien joli, mais à un moment, il faut le consentement de la représentation nationale, c'est-à-dire le consentement des parlementaires. Donc je crois qu'effectivement, le TSCG pose ces questions-là. Il ne les pose pas d'une manière très novatrice, c'est-à-dire que ça reprend un débat qui est un débat latent au niveau de l'Union européenne, qui est de savoir comment on interconnecte aujourd'hui les parlements nationaux avec l'échelon européen. Vous l'avez évoqué tout. Oui, bien sûr. À moins que vous vouliez passer à... Non, allez-y. Effectivement, moi, les remarques que je fais, je les fais pas à l'encontre de l'Union européenne, je les fais vraiment à l'encontre de la manière dont le droit français fonctionne. On voit qu'en Allemagne, ça fonctionne différemment. Et le fait qu'un certain nombre de textes européens, des directives et des règlements qui concernent le domaine de la loi, soient pris sans l'aval des parlementaires nationaux, ça me semble pas très respectueux du principe de la séparation des pouvoirs. Donc, je ne sais pas comment ça va évoluer à l'avenir, mais je pense pas qu'on aille vers un système à l'allemande. Mais après, est-ce qu'au final, on va arriver à avoir une constitution française qui va être rénovée pour coller vraiment à la réalité, parce que la souveraineté qui est exercée à l'échelle de la nation, le domaine de la loi réservé par l'article 34, si je ne me trompe pas, dans la constitution française, tout ça, ce sont des choses qui sont vraiment... qui sont pas vraiment respectées dans notre manière de fabriquer du droit au niveau européen. Donc, c'est des choses qui m'inquiètent. Voilà. Merci. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le problème de la souveraineté nationale. Donc, puisque la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne ont désormais un droit de regard sur la manière dont l'État gère ses finances, est-ce que l'État français a perdu de sa souveraineté via ce TSCG ? C'est une question pour moi ou Oui, vous pouvez commencer à répondre. Oui. Non, c'est ce que je disais. Pour moi, ce traité il n'apporte rien de neuf d'un point de vue comptable. Donc, l'État français, il n'a pas plus perdu de souveraineté que ce qu'il en a perdu déjà via le six-pack. Donc, et via le pacte de stabilité et de croissance qui a été adopté en 97. Donc, non, il n'y a pas vraiment de perte de souveraineté. Par contre, je suis beaucoup plus inquiète par rapport à une nouvelle norme européenne qui va être adoptée dans le cadre du two-pack, justement. C'est l'obligation de transmission des projets de loi de finances à la Commission européenne, qui visiblement, lorsqu'elle constatera une atteinte qui serait vraiment dangereuse pour l'économie européenne, elle pourrait mettre son veto sur les projets de loi de finances. Et encore une fois, c'est une disposition qui va être adoptée via règlement, donc qui ne va pas nécessiter l'aval de nos parlementaires nationaux. Donc là, effectivement, il y a une réelle atteinte à la souveraineté nationale, puisque c'est à nos représentants nationaux de voter le budget. Donc le fait que cette liberté, que ce droit du Parlement national soit encadré par une institution qui plus est n'est pas composée de personnalités élues, voilà, ça m'inquiète particulièrement du point de vue du respect de la souveraineté.
Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Béraud? Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec les craintes exprimées. Simplement, je ne poserai pas nécessairement le débat en termes de perte de souveraineté, parce que je pense que la souveraineté est un concept qui n'est plus très explicatif des évolutions qu'on connaît. Je pense que c'est un problème de démocratie. C'est d'ailleurs dans ces termes-là que la Cour constitutionnelle allemande a posé le problème. Je pense qu'effectivement, il faut que les États se posent la question de savoir comment démocratiquement assurer que les engagements européens soient respectueux aussi de logiques qui sont des logiques nationales. Je crois qu'il ne faut pas oublier que l'Europe, ça reste une union d'États. Donc il faut aussi que les États s'impliquent et vraisemblablement s'adaptent aussi à ce contexte européen. Très bien, merci. Une petite dernière question. Magali, vous reprochez au traité le fait qu'il n'englobe pas les 27 États membres, mais seulement 25, puisque le Royaume-Uni et la République tchèque ne l'ont pas signé. Est-ce que cela va aboutir, selon vous, à une Europe à plusieurs vitesses? Alors, je critique pas le traité sur ce point-là. Je suis plutôt... c'est plutôt un clin d'œil, comme je disais tout à l'heure, le fait que ce soit un traité intergouvernemental et non pas un traité européen, c'est-à-dire une réforme telle qu'on l'a connue depuis plusieurs années. Donc un traité qui sort du cadre juridique européen et qui est uniquement avalisé par 25 États. Je trouve ça un peu bizarre, puisqu'on n'est plus dans la méthode communautaire, on retourne dans la méthode intergouvernementale, une sorte de coopération entre États qui veulent bien avancer vers plus d'Europe, vers plus d'intégration. Donc moi personnellement, je suis pas favorable à la construction européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, je suis plutôt favorable à une coopération entre États. Donc je suis pas soucieuse de cette direction-là. Mais l'Europe à deux vitesses, elle existe déjà. C'est l'Europe telle qu'elle existe à 27 et puis l'Europe de l'euro avec les 17 États. Et est-ce que ça ferait pas un sous-groupe supplémentaire, justement, le fait cette ratification à ce traité? Effectivement, on peut... Alors, c'est une inquiétude qui a été portée par les parlementaires européens, je crois, lors de la venue de Madame Merkel dernièrement. Et elle leur a répondu qu'il ne fallait pas s'inquiéter parce que tous les pays de l'Union européenne avaient vocation à entrer dans la zone euro. Donc on comprend bien que visiblement le Royaume-Uni et la République tchèque n'ont pas envie de rentrer dans la zone euro, mais on peut peut-être considérer que les 27, donc les 25 moins les 17, ont peut-être vocation, ont envie de rentrer dans la zone euro. Donc peut-être pas s'inquiéter d'une Europe à deux vitesses de ce point de vue-là. Frédéric Béraud, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense qu'effectivement, l'Europe à plusieurs vitesses, c'est peut-être pas tout à fait le bon concept. Je pense qu'il y a effectivement ce qu'on appelle des coopérations renforcées dans le traité. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des États qui vont aller plus vite, plus loin dans un certain nombre de domaines. Ça, je pense que pour le meilleur et pour le pire, c'est ce qui se passera. Pour le meilleur, parce que ça permet d'avancer. Pour le pire, parce qu'effectivement, c'est toujours très compliqué et ça fait des sous-groupes et des sous-ensembles. Et bon, ça fait le plaisir des juristes. Ça, c'est clair. Après, je ne sais pas si c'est très, très lisible pour le citoyen européen. Je pense néanmoins que c'est certainement une nécessité. Après, il y a aussi... il ne faut pas non plus... avoir peur de dire qu'en Europe, il y a aussi une partie de bricolage. Et que je pense que le TSCG, ça fait partie de ce bricolage juridique et politique qui va permettre de faire avancer, peut-être pas d'ailleurs tous au même rythme, un certain nombre d'États. Donc c'est un peu complexe. Moi je pense que la complexité n'est pas nécessairement un problème dans l'Union européenne. Je pense que c'est une réalité. Il faut arrêter de penser que l'Europe, ça peut être simple. Donc voilà, donc faut pas avoir peur de la complexité. Il faut pas non plus avoir peur de dénoncer un certain nombre de choses quand elles semblent effectivement anormales. Après, effectivement, on est aujourd'hui à la croisée des chemins entre qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut plus d'union? Est-ce qu'on veut plus d'État? Mais ça, c'est fondamentalement des questions qui, pour moi, sont des questions politiques. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que ça veut dire justement que l'intégration européenne puisse se passer de certains États? Là, on le voit pour le traité budgétaire européen. Elle se passe en quelque sorte de l'avis du Royaume-Uni et de cette République tchèque. Elle continue son intégration sans aucun souci. Qu'est-ce que vous en pensez?
L'Europe, c'est déjà le cas dans les traités. C'est-à-dire que dans les traités, il y a déjà des États qui, pour des raisons qui sont plus ou moins bonnes, se sont aménagés des statuts particuliers pour qu'ils ratifient. Ça a été le cas du Danemark à plusieurs reprises, parce que le Royaume-Uni a fait un certain nombre de réserves, parce que la Pologne en a fait, parce que la République tchèque en a fait. Je pense que c'est pas nécessairement toujours très bon. Au sens où effectivement ça pose des questions sur l'engagement européen d'un certain nombre d'États. Là où c'est une nécessité, c'est qu'il faut gérer une Europe à 27. Et qu'une Europe à 27, on ne va pas la gérer comme une Europe à 6, ce qui était le début de l'Union européenne et qui était déjà complexe à l'époque. Donc la complexité ne fait que s'aggraver. Donc je pense que c'est pas nécessairement un problème à partir du moment où la coopération est ouverte, c'est-à-dire où vous n'avez pas un groupe d'États qui fait une espèce de club fermé. Parce que là, ce sera de l'Europe à plusieurs vitesses et là, c'est dangereux. Tant que d'autres États peuvent rentrer, et puis à la limite peuvent décider de ne pas entrer, ce qui est le cas du Royaume-Uni dans la zone euro ou de la Suède dans la zone euro, etc. Pourquoi pas, Je pense que il faut admettre ça, certainement, si on veut avoir un peu plus d'intégration. Et qu'est-ce que vous pensez d'États qui, par exemple, voudraient sortir? On avait entendu du Grexit. Ça, techniquement, c'est possible. Dans le traité de Lisbonne, pour la première fois, on reconnaît cette possibilité de sortie. Si vous voulez, juridiquement, de toute façon, on peut faire beaucoup de choses et probablement à peu près tout. Donc, on doit pouvoir sortir aussi de l'Union européenne. Moi, j'ai du mal à y croire sur le plan politique parce que le coût de la sortie de l'Europe pour un État, c'est le coût de la Grèce aussi à sortir de la zone euro. Et puis, non seulement le coût de la Grèce, mais aussi le coût pour les États qui restent. Et donc c'est aussi ce qu'il faut comprendre du processus d'intégration. Je ne suis pas si sûre que ce soit si simple de revenir en arrière. Même si, encore une fois, juridiquement, on peut le faire. Je peux ajouter quelque chose ? Bien sûr. Alors, je suis totalement d'accord avec Madame Béraud. Pour moi, c'est pas un problème cette Europe à plusieurs vitesses, comme je disais, dans la mesure où des États peuvent rentrer, peuvent s'intégrer dans la zone euro. C'est ce que Madame Merkel disait pour essayer de rassurer les eurodéputés. Alors, disons que la zone euro n'est pas fermée et que la vocation à s'élargir au moins jusqu'au 25, puisque visiblement deux ne veulent pas. Et c'est d'autant moins un problème, ce pacte budgétaire, que comme je le disais, les dispositions, elles existent déjà dans le droit européen, où elles ont vocation à s'y intégrer dans un délai de 5 ans. C'est l'engagement qu'ont pris les États en signant le pacte budgétaire. Donc, toutes les dispositions devront être intégrées dans le droit européen d'ici 5 ans. Donc, j'ai pas vraiment de soucis avec cette Europe à plusieurs vitesses. Et par contre, pour parler de la sortie de l'Union européenne, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, on parle effectivement du coût de la sortie. Je suis pas économiste, je suis pas en mesure de calculer ça, mais par contre, il faudrait peut-être le comparer au coût du maintien de ces États dans l'Europe, et aussi pour la France, tout ce qu'a coûté l'entrée la mise en place de la monnaie unique, etc. Combien nous coûte aujourd'hui le maintien dans l'Union européenne. Vous pensez que pour certains États, l'Union européenne pourrait être défavorable en des termes économiques ? Alors, comme je disais, je suis pas économiste, donc je suis pas compétente, mais j'aimerais bien que le débat soit, ou du moins que la question soit élargie de ce point de vue-là. Effectivement, il y a un coût à la sortie, mais il y a peut-être aussi un coût au maintien. Par exemple, la mise en place du mécanisme européen de stabilité, c'est un coût aujourd'hui pour les Français. On le voit aujourd'hui sur le budget. Cette année, quand on a ratifié le mécanisme européen de stabilité, sauf erreur, on a déboursé déjà 16 milliards, ou quelque chose comme ça. Donc c'est énormément d'argent. Voilà. Merci pour cette précision. Merci Frédéric Béraud et Magali Pernin pour votre intervention sur le plateau. Nous remercions aussi l'équipe technique qui nous a permis l'enregistrement de cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pourrez retrouver cette émission en streaming sur aucafedeleurop.wordpress.com ou sur le site de Radio Nantes. Rendez-vous dans un mois pour une autre émission d'Au Café de l'Europe. Merci et à bientôt. Retrouvez cette émission le premier jeudi de chaque mois sur Euradio Nantes 101.3 ou sur le www.euradionantes.eu. Euradio Nantes.